Donc, il est 14h30 et nous sommes donc le 20 mai 2025. C'est important de repréciser, surtout quand vous regarderez le replay, peut-être dans quelques mois. Ben voilà, ça remet toujours en contexte, surtout dans un monde où tout change énormément. Et il faut savoir s'adapter, bien sûr. La transition écologique des villes, ce n'est pas qu'un sujet technique. On l'a vu depuis ce matin, on l'a largement vu et on va continuer de le voir. C'est un projet urbain aussi, et oui. Et pour l'introduire, je vous propose d'accueillir Hélène Chartier, qui est directrice de l'urbanisme du C40, le réseau mondial des grandes villes engagées pour le climat. Hélène, sous les applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, super. La zapette est ici, pardonnez-moi. Ah, super. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. On m'a demandé en 25-30 minutes de donner un peu une idée de ce que font les villes en matière d'urbanisme et de changement climatique, et notamment adaptation au changement climatique. Donc, je vais essayer de set the scene, comme on dit en anglais, sur ce sujet-là. Donc, hop, rapidement, peut-être vraiment rapidement sur l'urbanisation qui s'accélère partout dans le monde. On sait à peu près 55% des humains de notre planète vivent aujourd'hui en ville. On sait qu'on devra arriver à peu près 70% dans les prochaines 25 années. Ça veut dire 2,5 milliards citadins en plus dans le monde. Et ça veut dire qu'on estime que le bâti de nos villes va doubler d'ici 2050. D'où l'importance de l'urbanisme dans cet objectif d'adapter nos villes au changement climatique. Mais c'est important de regarder un peu plus près ces chiffres. On sait que 90% de cette augmentation, ils vont avoir lieu dans 2 régions, l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, et l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Ouest, et en particulier les zones périurbaines de ces 2 régions. L'urbanisation, ce n'est pas le problème. C'est l'augmentation démographique le problème. Et dans un sens, l'urbanisation, une ville un peu compacte, c'est peut-être une opportunité pour préserver les terres naturelles, et on sait qu'elles sont extrêmement importantes dans la lutte contre le changement climatique et les causes environnementales. Et aussi, dans quelque sorte, la vie en ville a montré, beaucoup d'études le montrent, qu'elle facilite des modes de vie un peu plus durables. Des transports, des facilités qui permettent aux citoyens de vivre de manière plus bas carbone, et aussi des logements plus petits, des murs partagés qui finalement ont aussi des impacts en termes de réduction sur les émissions. Mais pour faire ça, et notamment pour les villes qui vont faire face à cette augmentation massive des populations en ville, c'est très important d'anticiper et de planifier le futur de la ville. Ça veut dire bêtement prévoir combien de gens vont arriver, prévoir assez de logements, et notamment des logements abordables pour la population. Ça veut dire planifier sa ville pour que les gens qui arrivent sont aussi dans des quartiers dans lesquels ils vont bénéficier des infrastructures, des services, des aménités qui sont si importants à la vie en ville, et aussi où le développement va arriver, et notamment d'éviter de développer les villes dans des endroits qui sont déjà identifiés comme des endroits extrêmement dangereux, ou de développer dans des endroits naturels qui sont des protecteurs naturels contre le changement climatique. L'urbanisme, et notamment les plans d'urbanisme, c'est aussi une étape absolument cruciale après le plan climat. Beaucoup de villes aujourd'hui, et notamment toutes les villes du réseau du C40, ont réalisé un plan climat aligné aux objectifs des accords de Paris, avec vraiment des données et une approche très scientifique de quelles sont leurs priorités, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Donc aujourd'hui, je veux dire, les villes, elles savent. Le vrai sujet, c'est la mise en œuvre, et notamment ce que nous, on appelle au C40 le mainstream, c'est-à-dire la généralisation de l'action climatique à travers les différentes fonctions de la ville. Et en ça, un plan d'urbanisme, des règles d'urbanisme, c'est extrêmement puissant. Les villes, les gouvernements locaux ont beaucoup de pouvoir, en fait, en réalité, sur leurs règles d'urbanisme comparé à d'autres éléments, et ce sont des règles obligatoires, juridiquement contraignantes. Ça veut dire que tous les projets qui vont avoir lieu sur le territoire, pas seulement celles que la ville va directement piloter, mais tous les projets, ceux développés par des propriétaires individuels, des promoteurs, des investisseurs, tout cela vont devoir respecter certaines règles. Et finalement, c'est dans ces règles d'urbanisme
qu'on peut cadrer cette organisation de la ville. L'urbanisme, ce n'est pas un secteur d'émissions. Quand les villes reportent, ou les États reportent sur leurs émissions, elles ne reportent pas sur leurs émissions d'urbanisme. Mais c'est un espèce de tool, d'outil pour les villes pour accélérer la résilience et accélérer la réduction de leurs émissions. Donc, si on essaye d'expliquer un peu plus, et vous savez, dans le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, on a deux jambes. On a la jambe qui est réduire les émissions pour essayer de freiner l'accélération des risques climatiques, et puis l'adaptation de nos villes. D'abord, je voudrais focaliser un petit peu ma présentation sur qu'est-ce qu'un bon urbanisme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sait, il y a de multiples recherches qui montrent que le modèle urbain qui a été développé après l'introduction de la voiture dans les villes, c'est-à-dire vers le milieu du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un modèle urbain qui ne fonctionne plus. On a introduit cette nouvelle service de mobilité qui est la voiture, et au final, au lieu de gagner du temps, au lieu de gagner en mobilité, on a étendu les distances dans les villes, on a complètement déstructuré l'organisation de la ville. Donc ça a donné quoi? Ça a donné que non seulement nos espaces publics ont été transformés pour donner une place prépondérante à la voiture dans les espaces publics, mais encore une fois, comme je le disais, on a déstructuré l'organisation des villes. On a créé de l'étalement urbain, on a étendu les distances et on a fragmenté les usages dans les villes. C'est-à-dire qu'on a créé des quartiers résidentiels, séparés des quartiers de business, la défense, séparés des quartiers commerciaux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait plus besoin d'avoir près de chez nous nos jobs, nos services, puisqu'on pouvait sauter dans notre voiture pour traverser les espaces urbains et aller à ses fonctions. Donc cette finalement désintégration des fonctions dans la ville n'a fait qu'augmenter les besoins de mobilité. Et cela, en fait, ce modèle d'urbanisme qu'on appelle l'urbanisme moderniste, Le Corbusier, etc., eh ben, en fait, ça a généré beaucoup des problèmes que les villes ont aujourd'hui. Augmentation des émissions, pollution de l'air, consommation excessive des terres naturelles. Mais finalement, ça n'a pas aussi vraiment amélioré la qualité de vie dans les villes. Allongement des trajets, même si on avait des mobilités plus rapides, on a quand même allongé les parcours, et ça, tous les chiffres le donnent. Et on a aussi créé beaucoup de quartiers dans lesquels il manque de la vie, des services, des aménités, etc. Et donc, finalement, une pauvre qualité de vie pour beaucoup au sein de la ville. En termes d'impact sur les émissions, c'est très clair. Le rapport du GIEC, il dit très clairement, et je vais essayer de l'expliquer après dans les slides d'après, adopter un urbanisme axé sur la densité ou la compacité, une mixité fonctionnelle et finalement essayer d'organiser l'organisation de la ville en fonction des transports en commun que vous avez, ça permettrait de réduire les émissions d'à peu près 25% d'ici 2050. Donc c'est un levier extrêmement important pour réduire nos émissions. D'où viennent ces 25%? Elles viennent de 3 gros paquets, si je peux dire. Le premier, si vous organisez bien, si vous planifiez bien votre ville plus compacte, encore plus de gens qui sont autour des transports en commun, et ben vous allez réduire vos émissions de transport de manière automatique. On sait par exemple, indépendamment des systèmes de transport des villes, on sait qu'une ville à basse densité comme Atlanta aux États-Unis, elle a 10 fois plus d'émissions de transport qu'une ville comme Barcelone, qui est une ville de compacité assez importante. La deuxième partie, qui est peut-être un peu moins connue, c'est les émissions des bâtiments. En fait, on sait, encore une fois, dans une ville, on a généralement des bâtiments qui sont plus petits, et on a, enfin des logements notamment qui sont plus petits, et on a aussi ce qu'on appelle des murs partagés. Et finalement, les murs partagés, c'est une manière assez directe de réduire les émissions des bâtiments, de réduire les besoins de cooling, de heating, de chaleur, mais aussi finalement de matériaux de construction. Il y a une étude, par exemple, dans le contexte canadien qui a été faite, que ce qu'on appelle une maison individuelle détachée, elle va consommer 2 fois plus d'émissions à sa construction qu'une maison de ville. Parce que vous avez besoin de plus de matériaux de construction, etc. Et c'est aussi vrai dans la phase opérationnelle de la vie du bâtiment. Donc, le modèle compact, le modèle des villes, c'est aussi réduire les émissions des bâtiments. Et le troisième paquet, c'est bien sûr protéger les espaces naturels. Et finalement, protéger les espaces naturels qui sont
aux abords de la ville. On étend les villes, on mange sur les espaces naturels. Et on le sait tous, un espace naturel, la végétalisation, c'est des capteurs naturels d'émissions de CO2. Et donc, on a identifié, par exemple, qu'à peu près 11%, on a réduit depuis 1990 à peu près 11% de la séquestration carbone dans les espaces naturels, et ce, en majorité à cause du modèle de développement urbain. Mais aujourd'hui, on ne va pas du tout dans la bonne direction, encore aujourd'hui. L'expansion des zones urbaines dans le monde, elles augmentent 50% plus que leur population. Donc ce n'est pas uniquement parce qu'il y a plus de population dans la ville, c'est aussi le modèle de ville qui fait qu'on croit plus qu'on en aurait besoin. Et les nombres, notamment de ceux de l'ONU, disent que si on ne change pas ce modèle d'urbanisme, eh ben, les zones urbaines, elles pourraient tripler en taille d'ici 25 ans. Il faut quand même regarder qui sont les plus mauvais élèves quand on parle d'étalement urbain. C'est clairement les pays du Nord, et on n'a pas à donner des leçons, je dirais, aux Américains, puisque en Europe, il y a vraiment un vrai problème face à l'étalement urbain dans nos villes. En France, au UK, en Néerlande, en Germanie, les chiffres sont assez catastrophiques sur l'étalement urbain dans ces pays-là. La maison individuelle, dans juste deux focus sur la France et le Royaume-Uni. La maison individuelle en France, c'est 56% du parc immobilier. On sait qu'il y a une forte augmentation depuis le Covid. Et finalement, il y avait un outil que notre gouvernement avait commencé à mettre en place qui s'appelle le ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui finalement prévoyait la réduction de cet étalement urbain et finalement qui est en train d'être complètement vidé de son contenu. Un autre exemple qui est assez important, au UK, au Royaume-Uni, depuis le début du siècle dernier, ils avaient mis en place des ceintures vertes autour des grandes métropoles britanniques, ce qui veut dire que ça limitait l'extension des villes. Le gouvernement britannique vient de déréguler ces ceintures vertes, ces green belt, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Une explosion de la maison individuelle en Grande-Bretagne. 51% des investissements locatifs l'année dernière, c'était dans les maisons individuelles, contre 5% 5 ans avant. Donc encore une fois, cette tendance à l'expansion urbaine, et cette tendance à la maison individuelle, elle fait énormément de mal à la lutte contre le changement climatique. On peut regarder aussi ce qui se passe dans les pays du Sud, notamment, on l'a vu, c'est des pays du Sud qui vont faire face encore plus, bien plus que nous, à une augmentation des populations urbaines. Finalement, c'est pareil, beaucoup de ces villes sont en train de planifier l'extension de leur zone urbaine uniquement via l'expansion et très peu via la densification ou la régénération urbaine. Ce qui fait qu'on commence à voir, suivant un peu le modèle Global North, on commence à voir en Amérique latine, en Afrique, énormément de zones résidentielles, peu denses, en zone périphérique dans ces villes-là, et aussi toute cette nouvelle mode les nouvelles villes, comme on a vu avec le nouveau Caire ou The Line, que vous avez peut-être entendu parler, qui devient un modèle de gestion de cette nouvelle population citadine dans les pays du Sud et qui sont vraiment clairement pas un modèle en termes d'urbanisme aligné aux objectifs climatiques. Donc ça, c'était un peu les grands concepts pour lier l'urbanisme et la réduction des émissions. Maintenant, si on essaye de regarder l'urbanisme et l'adaptation au changement climatique, je vais passer ces slides très vite parce que vous le savez, déjà soyons clairs, les risques climatiques, ce n'est pas un risque, c'est une polycrise qui inclut une augmentation des inondations, une augmentation des chaleurs extrêmes, une augmentation des éboulements de terrain, une augmentation des sécheresses, des feux, etc. Et là, je ne vais pas lire la slide, mais tous les indicateurs montrent qu'il y aura des impacts humains et économiques, parfois 3 fois, 4 fois plus dans les 20 à 25 prochaines années sur ces différentes crises climatiques et différentes. L'urbanisme, bien sûr, quand il y a un désastre climatique, ce n'est pas l'urbanisme direct qui va causer la grande chaleur ou qui va causer des pluies très fortes à ce moment-là. Mais par contre, on sait que la manière dont la ville s'est développée va finalement exacerber l'impact de cette catastrophe climatique. On sait par exemple que la croissance urbaine dans les zones
aujourd'hui identifiées comme des zones inondables, elle est plus forte que dans les zones identifiées comme sûres. On sait que dans les pays du Sud, donc les pays qui vont exploser en termes de démographie, c'est 90% de l'expansion urbaine qui se fait déjà dans des zones qui sont aujourd'hui identifiées comme des zones extrêmement à risque. On sait aussi que dans le monde, 1 personne sur 5 vit dans de l'habitat informel. Ça veut dire que les villes ne planifient absolument pas assez de logements pour ces nouveaux citadins et finalement les mettre dans une situation d'habitation précaire. Et on sait parfaitement qu'en termes de chaleur, d'inondation, c'est des gens qui sont encore plus vulnérables aux crises climatiques. Enfin, les villes, dans leur manière de se développer, elles construisent, elles effacent les espaces perméables et les espaces végétalisés. Et c'est 30% des espaces végétalisés qui ont été réduits entre 1990 et 2020 dans nos villes. Or, on sait que ce sont des protecteurs naturels. Donc tout ça, ça montre que finalement l'urbanisme actuel est aussi exacerbe finalement le risque, la vulnérabilité au risque climatique. Je vais donner 2 exemples très concrets. Ce qui s'est passé au Brésil l'année dernière, un peu comme à Valence un peu plus tôt cette année, énorme inondation avec des pertes humaines, des pertes matérielles extrêmement sévères. Et en fait, il y a eu une étude extrêmement intéressante qui a essayé de regarder quel est le modèle d'urbanisme qui a eu lieu dans cette région et qu'est-ce qui a exacerbé finalement ces pertes. Le développement excessif dans des zones qui étaient déjà identifiées comme des zones inondables, une urbanisation massive sur des sols perméables qui étaient des sols qui étaient censés absorber les eaux en cas d'inondation, des normes de construction qui ont été ajustées pour les rendre plus faciles à développer, mais qui finalement n'ont pas inclus la base, comme par exemple des systèmes de drainage qui permettent de protéger ces habitations en cas d'inondation. Et enfin, dans ce pays-là, une faible capacité finalement de contrôle et d'application des règles d'urbanisme. Si on combine ces 4 facteurs, on estime que finalement les pertes humaines ont doublé par rapport à ce qu'on aurait pu faire si on avait mis en place un bon urbanisme. C'est pareil quand on regarde la chaleur. La ville de Phoenix aux États-Unis, la ville la plus chaude des États-Unis, si on regarde l'urbanisme de la ville de Phoenix, c'est très clair que tout le design et la planification de la ville a finalement exacerbé les difficultés qu'ils ont aujourd'hui en termes de chaleur urbaine. Expansion massive des infrastructures en béton, en bitume, les bâtiments avec des façades en verre réflectives. On sait que tout ça, ça rajoute énormément de chaleur dans les villes. Des politiques d'urbanisme qui ont échoué à finalement prioriser les espaces perméables, les arbres en ville et l'ombrage, et des formes urbaines architecture qui ont finalement empêché notamment les courants d'air de s'infiltrer dans les villes. Et à ce sujet, je trouve que ce graphique de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, est extrêmement intéressant. On sait aujourd'hui que dans les villes, on peut avoir 8 degrés. En cas de forte chaleur, on peut avoir jusqu'à 8 degrés de plus que dans sa zone périphérique à 20 km. Donc vous allez me dire, mais alors je ne comprends pas, vous nous dites qu'il faut quelque part pousser pour quand même un minimum de densité et en même temps vous nous dites que ça exacerbe la chaleur en ville. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est finalement les drops, les petits ponts inversés qui finalement montrent que dès qu'on réintroduit de la nature en ville, même dans un modèle compact, on arrive à réabaisser les chaleurs dans les villes de 3, 4, parfois même 5 degrés à l'intérieur des zones denses. Donc pour finir, je voulais donner à voir, puisque j'ai dressé un tableau qui est un peu sombre, mais peut-être donner à voir quand même ce que les villes font, ce qu'elles font pour réduire mettre en œuvre un urbanisme qui réduit les émissions et qui essaye d'adapter leur ville au changement climatique. Peut-être essayer d'abord de résumer autour de 5 grands principes pour un urbanisme bioclimatique. D'abord, il faut absolument, notamment dans les pays du Nord, arrêter l'expansion urbaine. La démographie en Europe, en France, ne justifie plus une expansion urbaine. Il faut prioriser l'urbanisme régénératif, la densification, la ville sur la ville et la ville compacte. Deuxième chose, il faut arrêter ce modèle de ville, ce qu'on appelle monocentrique, c'est-à-dire avec un cœur urbain extrêmement dense, extrêmement
extrêmement mixte, et puis qui est finalement tout autour des zones périurbaines, basse densité, et finalement très peu mixte, mais aller vers un modèle de ville polycentrique et multifonctionnel, beaucoup plus intégré. Troisième chose, il faut aménager la ville encore plus autour des pôles de transport public. Les transports publics, ça coûte cher aux collectivités. Il faut maximiser le nombre de gens, de jobs qui vont être desservis par ces transports. Quatrième élément, finalement, créer des espaces publics qui vont aider la piétonisation, la marche et la vie sociale dans les espaces publics. Et enfin, faire un urbanisme bioclimatique, c'est-à-dire qui prenne en compte et qui intègre les risques climatiques dans leur zonage, dans leur système de zonage, et qui finalement fait de la place, sécure de la place pour la nature et les nature-based solutions. Je voudrais juste quand même faire un petit détour parce que notamment les trois de ces principes finalement nous font penser quand même quelque chose assez vite, assez fort au modèle historique des villes européennes. On n'est pas en train de réinventer on ne parle pas de solutions technologiques extrêmement importantes. Quand on regarde les modèles historiques des villes européennes, c'était des villes compactes, c'était des villes naturellement mixtes en fonction, et c'était des villes dans lesquelles les espaces publics étaient orientés pour les gens. Juste revenir un petit peu à ce modèle, je dirais parfois de bon sens, ce serait déjà une grande avancée par rapport au modèle d'urbanisme qu'on a fait depuis le XXe siècle. Comment les villes font ça? Portland, une ville américaine, nord-ouest des États-Unis, c'est une ville qui, comme toutes les villes américaines, ont vraiment un petit centre et le reste très basse densité. Ils viennent de prendre des actions assez fortes. L'État d'Oregon vient de délimiter finalement une limite de croissance, plus d'expansion urbaine pour la métropole de Portland, et en même temps ils ont supprimé toutes les zones d'habitat individuel dans la ville et ils sont en train de morceler les parcelles de la ville pour favoriser le développement de logements un peu plus petits, un peu plus dense, multifamily, comme ils disent, et qui va permettre finalement doucement de densifier la ville. Ça a eu un impact très intéressant, non seulement d'un point de vue environnement, mais aussi sur le coût des logements, puisque finalement, en réduisant la taille des logements, ils ont aussi réduit le niveau moyen, médian des loyers dans la métropole de Portland. Intéressant, l'université de Berkeley, en Californie, a analysé les actions climatiques de 700 communes en Californie et se sont rendus compte que construire la ville sur la ville, c'était finalement la première action pour les collectivités locales californiennes pour réduire leurs émissions. Juste une petite chose. Compact, ça ne veut pas forcément dire haut. Et il y a même des études qui ont montré que finalement, encore une fois, le modèle un peu historique des villes, c'est-à-dire finalement assez compact, haute densité, mais finalement moyenne hauteur, 4, 5, ce serait peut-être le modèle le plus efficace d'un point de vue émissions. Il faut aussi, et c'est toute la discussion qu'il y a aujourd'hui, il faut faire de la ville compacte une ville qui est quand même vivable et désirable. Et il y a plusieurs voix qui, depuis le début de ce mouvement modernisme d'urbaniste, se sont fait entendre pour dire on est en train de se perdre. Il faut make the case pour une ville compacte, pour la proximité, pour des espaces publics piétons. Mais aujourd'hui, et notamment sous l'impulsion de la ville de Paris, il y a quand même un regain de discussion autour de cette vision. Paris l'a fait avec la ville du quart d'heure, mais beaucoup d'autres modèles et terminologies ont été utilisées. Complete Neighborhood, 20 Minutes Neighborhood à Melbourne, bien avant Paris, si je peux me permettre, et plein d'autres. Je veux quand même rendre hommage à une urbaniste et une urbaniste femme qui s'appelle Jane Jacob, une Canadienne, qui dans les années 70 avait vraiment théorisé cette vision de la ville et de la métropole polycentrique composée de plusieurs quartiers complets et marchables. Comme elle l'a expliqué, je vous invite à lire ce qu'elle avait fait. Il faut regarder donc comment les villes intègrent cette vision de ville compacte, polycentrique dans leur
dans leur plan d'urbanisme. Séoul en est un très bon exemple. Le nouveau plan d'urbanisme de Séoul, finalement, a défini 3 centres urbains, 7 centres métropolitains, 12 centres locaux et 100 différents quartiers dans lesquels ils sont en train de développer une espèce d'approche ascendante de l'urbanisme pour favoriser la marchabilité et la proximité aux services et développer un zonage finalement beaucoup plus flexible qui permet la mixité fonctionnelle dans l'ensemble de la métropole de Séoul. Curitiba, au Brésil, a été vraiment la ville pionnière pour ce qu'on appelle le transit oriented développement, qui finalement veut dire concentrer les nouvelles populations autour finalement des hubs de transport en commun, avec une densification un peu plus élevée, avec de la mixité fonctionnelle obligatoire et aussi avec notamment des objectifs de logements sociaux plus importants autour de ces pôles de transport en commun. C'est quoi le résultat? Ils ont commencé ça dès les années 1980. Aujourd'hui, 90% des déplacements à Curitiba, au Brésil, se font par les BRT, donc les bus, les voies rapides de bus, et ça a permis une réduction des consommations de carburant d'à peu près 35% comparé à d'autres villes brésiliennes qui n'ont pas mis en place ce modèle de transit orienté de développement. Intéressant quand même, finalement, c'est un peu similaire à ce qui est en train de se passer chez nous, dans le Grand Paris, avec la révolution polycentrique du Grand Paris qui va se faire avec l'arrivée du Grand Paris Express, qui finalement va relier avec 68 nouvelles stations les banlieues entre elles et va doucement densifier, renforcer les pôles urbains existants dans la métropole, et là où on sait que finalement c'est là que les nouveaux besoins de logement et d'emploi doivent se concentrer, vu que Paris est quand même arrivé à une espèce de limite peut-être à ce niveau-là. Quand on bascule un peu sur l'adaptation au changement climatique, voilà quelques exemples de comment les villes s'y prennent. Medellín, qui a finalement combiné les deux approches avec leur projet de ceinture verte qui s'appelle Circunvalar, et qui finalement, ils ont créé 75 km autour des collines de Medellín pour freiner l'étalement urbain, première chose, protéger les forêts et les bassins versants, et dans ce sens, vraiment réduire les risques d'inondation et de glissement de terrain qui finalement impactait la ville de Medellín. La ville du Cap, en Afrique du Sud, a défini récemment une ligne de gestion côtière pour la ville, et finalement enfin interdit le développement urbain dans certaines zones trop proches de la côte qui, nous le savons, vont, avec l'augmentation du niveau de la mer, vont très vite être extrêmement inondables. Ils ont fait 3 types de zonage et ils ont vraiment réalisé leur zonage en fonction non pas de la situation actuelle, mais des projections d'augmentation du niveau de la mer. Venise, pas très loin de chez nous, a finalement, donc on le sait tous, Venise qui aujourd'hui est déjà soumis à des fortes inondations, ils ont mis en place un système qui s'appelle MOSE et qui est en fait un système de digues mobiles avec 78 vannes qui finalement permettent de ralentir l'entrée des eaux et de freiner la montée des grandes marées d'à peu près 3 mètres. Il y a eu beaucoup de controverses aussi autour de ce projet, c'est aussi important de le dire, parce que ça a été extrêmement cher, mais aussi il y a eu beaucoup de voix qui se sont fait entendre sur l'impact, notamment sur les écosystèmes lagunaires dans la baie de Venise. Beaucoup de choses sont en train de se faire de manière similaire à travers le monde, et je voulais mentionner ici par exemple le mur de mer de Jakarta qui sont en train de construire. Un autre projet qui est hautement controversé, moi je ne soutiendrai pas, mais c'est intéressant aussi de dire, est-ce que l'adaptation justifie tout? Aujourd'hui, Copenhague, nos voisins danois sont en train de construire une île artificielle, une énorme îles artificielles qui sont censées les protéger de la montée des eaux, mais aussi finalement accueillir 35 000 logements d'ici 2070. Beaucoup de mouvements écologistes se lèvent un peu contre ce projet, là encore comme Venise par rapport aux impacts des écosystèmes marins, mais aussi pour dire finalement que Copenhague est une ville assez peu dense en réalité. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'expansion urbaine un peu importante? Si on revient à des méthodes qui sont plutôt ce que nous, au C40, on est en train de pousser,
c'est vraiment essayer de pousser les espaces verts, la perméabilité des sols, et pas seulement dans les espaces publics. Une bonne ville, une ville bien planifiée, c'est 30-40% d'espaces publics. Le reste, c'est des espaces privés, des propriétaires, etc. Comment on fait que tous les projets de la ville, et pas seulement dans les espaces publics, contribuent à ces objectifs de perméabilité des sols et de végétalisation? C'est ce que les plans d'urbanisme de beaucoup de villes, en commençant par la ville de Paris, mais ici un exemple de São Paulo, commencent à faire et rendre obligatoire que finalement tous les projets doivent contribuer à un certain pourcentage d'espaces verts et d'espaces perméables. Medellín, encore en Colombie, a été vraiment la ville pionnière sur ce qu'on appelle les corridors verts, c'est-à-dire de végétaliser, de planter des arbres tout le long de leurs grandes avenues et de leurs cours d'eau pour finalement réduire, via des ombrages et via la fraîcheur qu'apportent les arbres, les températures. Ça a été la première ville dans laquelle on a vraiment fait des mesures sur l'impact de ce genre d'action sur la réduction de l'effet des îlots de chaleur, et ils ont montré qu'à peu près, ils ont réduit de 3 degrés, les températures en forte période de chaleur. Barcelone, en Espagne, est en train d'accélérer très fort sur ce qu'on appelle les plans d'ombrage, non seulement à travers la plantation, comme Medellín, mais aussi à travers la mise en place de ce qu'ils appellent des aménagements ombragés, à peu près 200 qui sont en train de construire, notamment sur les endroits les jeux pour enfants ou les espaces de vie dans les places de Barcelone, pour commencer à protéger les habitants de ces chaleurs extrêmes qui rendent finalement la vie extérieure presque insupportable à certaines périodes de l'année. En plus de ça, des refuges climatiques, une accélération sur les toits verts, et puis le projet Superbloc qui a intégré ces ombrages dans la ville. Une autre ville qui a été assez pionnière aussi dans cet urbanisme bioclimatique, c'est Francfort, en Allemagne, qui ont vraiment planifié la ville en pensant au courant d'air frais dans la ville. On sait que Francfort a finalement des montagnes autour d'elle, une campagne, et a 2 rivières qui la traversent. Et finalement, ce sont des conduits naturels du vent. Donc, ils ont énormément réfléchi à la planification de leur ville pour permettre à ces courants d'air frais de passer, d'intégrer finalement la ville, et aussi un design au niveau des bâtiments et des gratte-ciels pour capter et rediriger les vents au niveau de niveau rue. Au niveau des espaces publics, et puis au-delà du vent, ils ont fait comme beaucoup d'autres villes, la plantation, etc. etc. Le feu, que beaucoup de villes commencent maintenant à craindre comme un des risques climatiques les plus importants. Je lisais un article il y a quelques semaines qui disait la saison des feux vient de commencer au Canada. C'est terrible de dire la saison des feux, comme si c'était obligatoire. C'est plus un événement grave, c'est devenu obligatoire. On va avoir une période dans laquelle les villes et les habitants vont vivre ce drame. Et donc le CAP a inclus, donc en Afrique du Sud, a inclus dans leur plan d'urbanisme des zones tampons autour, par exemple, des zones de construction, pour finalement créer des zones, les buffer zones, les zones tampons entre les espaces végétalisés qu'ils pensent être des espaces à risque pour le feu et les habitations. Un autre exemple ici d'adaptation, la ville de Los Angeles, qui a finalement rendu obligatoire l'utilisation de matériaux à haute réflectivité thermique pour tous les toits de la ville. Toronto, plutôt une approche végétalisée, mais on sait que c'est important. Ce genre d'action, c'est important pour réduire la température dans les bâtiments, mais aussi pour le quartier, parce qu'en fait, ça permet de réduire finalement ce qui est réfléchi, la chaleur réfléchie sur les espaces publics environnants de ces bâtiments. Un dernier exemple, à Singapour, on sait que la sécheresse en ville, ça va devenir un vrai problème pour beaucoup de villes. On parlait de Barcelone qui le vit chaque été maintenant de manière de plus en plus dure. Singapour, en Asie, c'est le 5e pays qui est le plus menacé par le stress hydrique. Et ils ont mis en place un programme de développement de 17 réservoirs qui a vraiment dans l'objectif de capter le maximum d'eau de pluie pour finalement être réutilisé dans les périodes de grande sécheresse. Voilà, j'arrête ici. Juste l'idée, c'était de vous donner une petite idée un peu de qu'est-ce que c'est qu'un urbanisme bioclimatique, quels sont les grands objectifs et quelques exemples. Si vous voulez en savoir plus, on vient
de publier un guide d'action climatique pour les urbanistes et il est en ligne et pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment Hélène Chartier. Je rappelle que vous êtes directrice urbanisme du C40, le réseau des villes, des grandes villes engagées pour le climat. Merci beaucoup Hélène, c'était vraiment, vraiment très très efficace.